Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. La Suisse a construit sa politique étrangère sur le principe de sa neutralité. Cette diplomatie originale est-elle pérenne tandis que Berne s'est engagé contre Moscou? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 11 août 2022, la Russie a annoncé avoir refusé que la Suisse représente diplomatiquement Kiev sur le territoire russe, estimant qu'en sanctionnant Moscou pour son opération militaire en Ukraine, la Confédération helvétique avait perdu son statut neutre. Cela implique que les pourparlers de paix entre Washington et Moscou, lorsqu'ils auront lieu, ne pourront pas se dérouler à Genève. C'est pourtant dans cette ville que s'étaient rencontrés Joe Biden et Vladimir Poutine en juin 2021. La Suisse, qui avait conservé sa neutralité vis-à-vis de l'Allemagne nazie, a ainsi décidé, dans le cas russe, de s'aligner sur la position de Washington et de l'OTAN. Au-delà de ce repositionnement diplomatique de Berne sur la scène internationale, la question qui se pose désormais est celle de la souveraineté suisse de manière générale, notamment dans le domaine de l'armement. La Confédération helvétique semble chercher désormais à trouver sa place au sein des pays qui composent l'Occident collectif en renonçant progressivement à ce qui faisait sa particularité. Le mardi 12 mars 2024, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Suisse en Russie, Kristina Marti-Lang. Cette convocation faisait suite à la décision du Parlement suisse de créer la base juridique permettant la confiscation des biens de la Russie situés sur le territoire de la Confédération. L'ambassadrice de Suisse en Russie convoquée après une décision du Parlement sur les avoirs russes gelés. Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué mardi l'ambassadrice de Suisse en Russie, Kristina Marti-Lang. Il a fustigé la décision des chambres fédérales de confisquer les biens russes présents en Suisse, a indiqué mardi l'agence de presse russe RIA Novosti. Le ministère russe des Affaires étrangères a fermement condamné cette décision des autorités suisses, considérant qu'elle violait grossièrement les principes fondamentaux et les normes du droit international en matière d'immunité de l'État. Moscou a promis à Berne des mesures de rétorsion en cas de vol de ses actifs. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, la Suisse s'est totalement alignée sur la position de l'OTAN et sur les sanctions de l'Union européenne. Le 12 janvier 2023, le conseiller fédéral Ignacio Cassis, représentant pour la première fois la Confédération helvétique au Conseil de sécurité de l'ONU, avait repris mot pour mot les éléments de langage fournis par Washington. Les principes de la Charte sont aujourd'hui mis à rude épreuve. Ils ont été violés de manière flagrante dans le cas de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Le droit international humanitaire continue d'être bafoué dans le monde dans de nombreux conflits armés. Des atteintes graves aux droits de l'homme ont lieu chaque jour. La Suisse condamne ces graves violations du droit international où qu'elles soient commises dans le monde. L'État de droit nous protège toutes et tous, que nous soyons un État petit ou grand, un individu fort ou faible. Le 1er mars dernier, la Suisse a annoncé qu'elle s'associait au 13e paquet de sanctions. Ukraine. La Suisse met en œuvre le 13e paquet de sanctions de l'UE. Le 29 février 2024, le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, compétent en matière de sanctions, a arrêté de nouvelles mesures à l'encontre de la Russie. La Suisse s'associe ainsi au 13e paquet de sanctions de l'Union européenne adopté en réaction à l'agression militaire russe en Ukraine qui dure maintenant depuis 2 ans. Parallèlement, les affaires étrangères suisses ont tenté de retrouver une position médiatrice en organisant, en février 2024, une conférence de paix, mais sans la Russie. Sergueï Lavrov, qui avait rencontré dans le cadre de l'ONU son homologue suisse, Ignacio Cassis, le mois précédent, a pris avec humour cette idée pour le moins ambiguë. Le ministre suisse des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes qu'il était sûr qu'il serait impossible de parvenir à un accord sans la Russie. Je lui ai demandé, si vous en êtes sûr, pourquoi avez-vous organisé cette réunion en Suisse? Il m'a répondu
Non, nous allons nous diriger vers une situation où nous vous inviterons. Je lui ai conseillé de ne pas le faire, parce que la base sur laquelle lui, et donc la Suisse, comme d'autres pays occidentaux, sont prêts à travailler, est absolument sans issue. Nous en avons parlé à maintes reprises, mais s'ils n'ont rien à faire, s'il faut montrer des convulsions diplomatiques pour confirmer que l'Ukraine n'est pas oubliée, eh bien, comme le dit le proverbe russe, n'importe quoi pour l'enfant, pourvu qu'il ne pleure pas. Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, la Suisse est également sortie de sa coutumière neutralité en reconnaissant le Hamas comme organisation terroriste. Le gouvernement suisse soutient l'attribution du statut d'organisation terroriste au Hamas. La décision a été prise un jour après qu'un comité parlementaire clé a appelé l'exécutif à interdire le Hamas en Suisse et à le désigner officiellement comme groupe terroriste. La Suisse, traditionnellement neutre, avait jusqu'à présent refusé de s'aligner sur la position de l'UE et des États-Unis sur le Hamas, essayant plutôt de se positionner en tant que négociateur dans les conflits au Proche-Orient. Si la Suisse s'est immédiatement alignée sur les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, elle a officiellement refusé, jusqu'à aujourd'hui, de livrer des armes ou des munitions à l'Ukraine, que ce soit directement ou indirectement. En effet, aucun armement ne peut être réexporté vers un pays tiers sans l'accord du pays fournisseur. Les premiers refus suisses ont été rendus publics durant le second semestre 2022. Ils concernaient des blindés vendus au Danemark et des munitions pour des canons anti-aériens. Le Danemark ne va pas transférer des chars suisses à l'Ukraine. Le Danemark ne peut pas transférer à l'Ukraine des chars à roues Piranha fabriqués en Suisse. Le secrétariat d'État à l'économie, SECO, s'oppose à la demande de Copenhague se référant à la neutralité et à la loi sur le matériel de guerre. La Suisse interdit à l'Allemagne de transmettre des munitions suisses à l'Ukraine. Il s'agit dans ce cas précis de 12 400 munitions de 35 mm destinées au Guépard. C'est un système de défense antiaérien sur chenille que les Ukrainiens réclament. L'Allemagne entend livrer 30 systèmes Guépard à l'Ukraine, mais elle manque de munitions. Le 1er juillet 2023, la Chambre basse a consolidé cette politique en votant contre le transfert d'armes suisses à l'Ukraine. Cependant, en août 2023, la société d'État suisse RUAG AG, chargée des ventes d'armement, a tenté d'outrepasser cette décision pour transférer des chars Léopard 1 à l'Ukraine par l'intermédiaire de la société allemande Rheinmetall. La Suisse va enquêter sur une vente manquée de chars destinés à l'Ukraine. La Suisse vérifiera le fabricant d'armes publiques RUAG AG après une tentative infructueuse de vente de chars qui devaient être utilisés par l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Le ministère de la Défense du pays a demandé à des auditeurs externes de mener l'enquête sur cet accord controversé avec l'entreprise allemande Rheinmetall AG, finalement bloqué au motif qu'il violait le statut de neutralité de la Suisse. Cette vente fut finalement bloquée, mais la tentative avortée montre le poids du lobby otanien au sein des institutions suisses. C'était le cas de l'ancienne directrice de RUAG AG, Brigitte Beck, qui a dû démissionner après avoir suggéré que les pays européens devraient envoyer des armes de fabrication suisse à l'Ukraine. L'Allemagne ou l'Espagne envoient quand même des fournitures à l'Ukraine. Elles nous demandent d'enfreindre notre loi. Mais qu'est-ce que nous pourrions faire? Rien. En ce qui concerne les livraisons d'armes, on peut considérer que la Suisse a tenu bon face aux pressions de l'OTAN et de Washington, mais il en va tout autrement dans le domaine économique. La Suisse subit des pressions, notamment son système bancaire, depuis une vingtaine d'années. En 2016, elle a dû renoncer à son fameux secret bancaire. La Suisse fait ses adieux au secret bancaire. La Convention internationale sur le partage automatique des informations bancaires entre en vigueur le 1er janvier. Pour éviter de perdre son statut de centre financier mondial, la Suisse a signé la Convention en 2014. Le Parlement suisse a approuvé l'accord en 2015 et le traité a été ratifié en 2016.
Depuis le début de l'opération militaire spéciale, la pression de la part des Occidentaux s'est accrue sur le contrôle des avoirs de l'État russe et des hommes d'affaires russes. En avril 2023, les ambassadeurs du G7 en Suisse ont adressé une lettre menaçante au Conseil fédéral. Avoirs russes. Le nouvel ennemi a pour visage le barreau suisse. Une lettre datée de début avril a suscité l'émoi en Suisse. Les ambassadeurs des pays du G7 en poste à Berne y reprochent au Conseil fédéral une application insuffisante des sanctions à l'encontre des oligarques russes. Un doigt accusateur est davantage porté sur les avocats et avocates suisses et les dispositions très larges du pays en matière de protection des données. Les banques suisses craignent de subir le même sort que la banque française BNP Paribas en 2014. Le président français François Hollande et son premier ministre Manuel Valls avaient assisté impuissants à la ponction par la justice américaine de 9 milliards de dollars sur la première banque française. Le résultat est que désormais, l'État russe et les hommes d'affaires russes se tournent vers la Turquie et les Émirats arabes unis pour les services bancaires. Et il n'y a pas que dans le domaine bancaire que Berne doit donner des garanties à Washington, quitte à brader sa souveraineté. C'est aussi le cas dans le domaine de l'acquisition des armements, comme le démontre le choix en septembre 2022 du très contesté chasseur polyvalent de Lockheed Martin, le F-35. F-35 en Suisse. Berne prend de vitesse l'opposition. Le Parlement helvète a entériné l'achat des chasseurs F-35A. Alors qu'une votation populaire devait être organisée, celle-ci n'aura pas lieu avant la signature du contrat avec les Américains, attendu dans les semaines qui viennent. Surnommé par ses détracteurs suisses la Ferrari des airs, en raison de son prix prohibitif, le chasseur ne cesse de surcroît d'accumuler les défaillances techniques. Tout le contraire des deux concurrents malheureux de l'appel d'offres, le suédois Gripen ou le français Rafale. F-35, l'avion à 1700 milliards de dollars du Pentagone n'est opérationnel que la moitié du temps. Dans un rapport publié le 21 septembre par l'US Government Accountability Office, les sages de cette Cour des comptes à l'états-unienne ont brossé un inquiétant panorama des problèmes observés sur les chasseurs F-35. Le Pentagone est directement visé par le GAO. Malgré les objectifs fixés, la flotte se révèle la moitié du temps clouée au sol. Cette souveraineté limitée, justifiée par les autorités suisses actuelles, est insuffisante pour l'organisation souverainiste pro-suisse. Elle a obtenu la tenue d'une votation, c'est-à-dire d'un référendum sur l'inscription de la neutralité dans la Constitution. La Suisse en passe de voter sur sa neutralité après des débats sur la guerre en Ukraine. Une particularité bien helvète. L'organisation souverainiste pro-suisse a recueilli plus des 100 000 signatures nécessaires pour lancer un référendum visant à mieux ancrer dans la Constitution la neutralité suisse, a annoncé ce mercredi 20 mars un des responsables, Walter Wubmann, dans un entretien au journal Blick. Si cette votation l'emportait, la Constitution garantirait alors que la neutralité suisse soit armée et perpétuelle et appliquée en permanence et sans exception. Des sanctions non militaires ne pourraient être appliquées à un pays tiers que dans le cadre d'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Elles deviendront donc inapplicables contre la Russie ou la Chine, par exemple. Pour en parler, je reçois Guy Mettan, journaliste, député du Parlement de Genève et auteur du livre « Russie-Occident, une guerre de 1000 ans ». Bonjour Guy Mettan. Bonjour Xavier. Merci d'avoir accepté notre invitation à Moscou. Et ma première question, qu'est-il advenu de la neutralité suisse ? Eh bien, malheureusement, la neutralité suisse a été un peu jetée à la poubelle, si vous me passez l'expression, puisque dès 48 heures après le début de l'opération militaire, le Conseil fédéral a décidé d'adopter les sanctions américaines et européennes contre la Russie, ce qui est une prise de parti qui est totalement contraire à l'esprit de la neutralité suisse. Qui d'ailleurs n'avait pas pris de sanctions contre le Troisième Reich à son époque, si je me souviens. Absolument, et puis elle n'en avait pas prise non plus en 2014 quand il y avait l'affaire de la Crimée. À l'époque, la Suisse avait assez judicieusement,
façon un tout petit peu hypocrite, mais assez judicieusement dit, nous n'appliquons pas les sanctions, mais nous ne permettrons pas que le territoire suisse soit utilisé pour les contourner. Mais du point de vue légal, c'était un respect de la neutralité, tandis que là, au lieu de prendre la même position, on a vraiment franchi le pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la relation entre la Suisse et la Russie était plutôt bonne. Excellente. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oh bah ça, tout simple, c'est les pressions américaines. Pressions américaines contre les banques suisses. Vous savez que le système financier suisse joue un rôle économique très important en Suisse, mais aussi dans le monde, et que les banques suisses ne peuvent travailler qu'avec le dollar, enfin aussi avec les autres monnaies, mais disons 80% des échanges c'est basé sur le dollar, et du moment où elles étaient menacées d'être boycottées par les États-Unis ou sanctionnées par les États-Unis, et donc ne plus pouvoir utiliser le dollar dans leurs transactions financières, ben la messe était dite. Et donc c'est ça qui a fait reculer le gouvernement. Mais il y a quand même une nuance, parce que par exemple, vous prenez la Turquie, les banques qui sont menacées finalement renoncent à utiliser par exemple le système MIR ou d'autres choses comme ça, typiquement russe, mais le gouvernement turc, lui, il reste, il n'adopte pas les sanctions. Oui, parce que le gouvernement turc a encore, disons, sa colonne vertébrale, si je puis dire. Et puis, il faut savoir aussi que nos banques, parce il existe des banques en Turquie, mais nos banques sont très puissantes et que plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs dirigées par des Américains. Ouais. Par des CEO qui sont américains. Donc, à partir de là, il n'y a pas beaucoup de surprises à voir que ce type de pression s'est révélé très efficace. Puis là, je parle des banques, mais il y a aussi le reste de l'économie, évidemment. Puisque quand même, la Suisse est le siège de nombreuses multinationales, notamment tout ce qui concerne le trading, qui lui aussi utilise le dollar dans ses transactions. Donc c'est ça qui a fait, à mon avis. Alors évidemment, officiellement, on raconte jamais ça. On n'a pas le discours du gouvernement, c'est de non, mais on n'a pas violé la neutralité. C'est une neutralité coopérative, disent-ils. Enfin, vous voyez, c'est juste. Alors justement. Ils disent ne pas avoir violé la neutralité, mais qu'en est-il de l'aide militaire suisse? A priori, ils font la différence entre effectivement appliquer les sanctions et aider militairement l'Ukraine. Oui, parce que du point de vue militaire, là, le droit est très strict. Ouais. Il est codifié, il est très strict. Il y a interdiction absolue d'exporter du matériel de guerre à un pays en guerre. Ça, c'est ce qui est dit dans la loi. Donc, c'est difficile de la violer de façon expresse. Mais il y a eu quelques tentatives. Alors là aussi, on essaie d'utiliser toutes sortes d'arguties juridiques, de construction, d'interprétation pour dire non, mais on vend pas directement, genre on vend aux Allemands, qui, eux, ensuite, vont les donner aux Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on passe par des tiers, comme ça, on peut dire, il n'y a pas une violation expresse du droit. Là aussi, normalement, c'est interdit, mais ça laisse une plus grande marge d'appréciation. Jusqu'à maintenant, je dirais que la digue a tenu. Ouais. Le Parlement est en train d'essayer d'adapter la loi pour permettre des opérations latérales, mais pour le moment, du point de vue militaire, j'entends, la digue a encore tenu, et j'espère qu'elle tiendra. Et qu'en pensent les Suisses de cette perte de neutralité, de cette tentative précisément de contourner les lois qui garantissent cette neutralité? Alors le peuple suisse, comme d'habitude, souvent dans ce cas, n'a pas été consulté parce que mais il va l'être, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, puisque cette semaine a été déposée l'initiative populaire pour la défense d'une stricte neutralité, qui a recueilli plus de 140 000 signatures, donc 40 000 de plus que le minimum. Donc ce sera. Ça a été déposé cette semaine, mais maintenant. Le 8 avril, non, c'était. Oui, c'était le 7 avril. 7 avril. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, le peuple suisse va devoir officiellement se prononcer. Et ça, c'est une bonne chose parce que personnellement, je suis assez confiant que le peuple suisse est très attaché. Parce que ça fait partie de notre identité nationale depuis 2 siècles, depuis le Congrès de Vienne. D'ailleurs, grâce à l'aide du tsar Alexandre, rappelons-le. Eh bien, donc depuis 2 siècles, la Suisse est très attachée. Les Suisses sont très attachés à la neutralité. Et là, j'espère que le peuple suisse défendra justement une version stricte, donc beaucoup plus cadrée qu'actuellement, de la neutralité. Elle est inscrite dans la Constitution, mais il n'y a pas de loi d'application, ce qui permet des interprétations
comme celle qu'on a vue qu'a faite notre gouvernement. Puisque vous parlez de votation, puisque c'est comme ça qu'on appelle un référendum en Suisse, est-ce que le peuple suisse va être appelé à se prononcer sur l'achat, et je reste dans le domaine de l'armement, mais plutôt dans l'équipement, sur l'achat du fameux F-35, le chasseur polyvalent américain? Alors non, parce que en fait, là aussi, c'était une manœuvre. Le peuple suisse avait voté sur le rachat d'un avion, mais il n'avait pas précisé le modèle. Donc maintenant, on nous dit qu'on a acheté le F-35 et puis qu'il n'y a pas besoin de consulter le peuple suisse puisqu'il avait déjà donné il avait déjà voté en faveur de l'achat d'un avion. Sauf que, comme par hasard, ça tombe sur le F-35 plutôt qu'un avion européen. Et si vous regardez cette décision d'acheter le F-35 a suivi de 3 semaines la visite de sommet entre le président Biden et le président Poutine à Genève en juin 2021. Ouais. 3 semaines après, comme par hasard, donc Biden est venu à Genève, il a rencontré notre président de la Confédération, et comme par hasard, 3 semaines après cette visite, on achetait le F-35. Donc c'est toujours cette pression. Je vois quand même un lien de cause à effet, on va dire, parce que et puis on nous a dit, mais là aussi il y a un député d'ailleurs socialiste, Monsieur Friedez, excellent, qui a montré comment au fond l'appel d'offres avait été dès le départ biaisé pour qu'on ne puisse pour que ce soit juste le F-35 qui soit choisi et pas le Rafale et pas l'Eurofighter, enfin pas les avions européens. Donc dès le départ, il y avait déjà un parti pris et une manière de construire l'offre de l'appel d'offres biaisé, quoi. Malgré cette soumission relative à l'hégémon américain, dirons-nous, il y a une volonté quand même de la Suisse d'être au cœur du futur processus de négociation pour la sortie de la crise en Ukraine. Alors, Sergueï Lavrov, plusieurs reprises, a dit qu'il n'était pas intéressé, qu'il ne considérait plus la Suisse comme un pays neutre. Quelle est la réalité de ces démarches? Alors, la Suisse a proposé ce sommet justement pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être de notre tradition des bons offices, de médiation. On avait fait ça pour la Russie après la crise de la Géorgie en 2008, pour les Américains avec Cuba. Enfin, il y a cette tradition-là qui repose justement sur notre neutralité. Donc, sentant un peu les problèmes arriver, on propose un sommet sur la paix en Ukraine pour reconstruire ou essayer de sauver ce qui pouvait l'être de ce qu'on appelle chez nous les bons offices. Mais le problème, c'est qu'en proposant ça début janvier de cette année, notre présidente, qui est aussi la ministre de la Défense, et puis notre ministre des Affaires extérieures, qui sont les deux plus pro-atlantistes de notre gouvernement, eh bien, sont alignés sur le projet de Zelensky, parce qu'ils ont tout de suite répondu à Monsieur Zelensky en excluant d'office la Russie. Donc, on était de nouveau en pleine contradiction, puisqu'un pays neutre, s'il est neutre, il doit discuter avec les deux parties et pas avec une seule. Et donc, on a commencé un peu à tourner les choses d'une certaine manière, mais Monsieur Lavrov lui a fermé la porte en disant, écoutez, nous sommes exclus, nous, on participera pas. Vous faites votre sommet, mais sans nous. Alors, qui va participer? Alors, c'est la grande question. Donc, notre diplomatie s'active urbi et orbi, donc partout, cherche à rameuter maximum de participants possibles, et notamment la Chine. Mais la Chine, pour le moment, n'a pas accepté de participer. Et puis, à mon avis, elle n'acceptera pas, parce que le problème, c'est que les participants sont juste appelés à approuver le plan ukrainien. Mais on voit pas pourquoi les Chinois, qui eux-mêmes ont proposé un plan de paix, viendraient à Berne juste pour dire amen, pour dire oui à la proposition. La Turquie aussi. Idem la Turquie, idem l'Afrique du Sud, idem le Brésil. Tous ces pays ont proposé des plans de paix, qui ont tous été refusés. Donc on voit pas pourquoi ils viendraient juste là pour la galerie, et ils ne défendraient plus qu'eux-mêmes ont déjà proposé sur le plan diplomatique. Donc on voit que les choses sont assez compliquées. Alors il y a deux choses. Soit il y a une grande évolution qui se fait, et à ce moment-là il faudra inviter la Russie. Soit c'est pas possible parce que les pays refusent, ou notre gouvernement n'est pas assez, on va dire, fort
pour imposer une participation russe. Et à ce moment-là, ce sera plus un sommet. Oui. Ce sera juste une conférence entre copains où on va écouter ce qui se dit et puis qui n'aura absolument aucune conséquence, aucun effet. Ma dernière question, Guy Mettan, jusqu'où peut aller l'hégémon washingtonien pour soumettre la Suisse, l'empêcher d'être cette puissance neutre? Eh ben là, on revient à la grande histoire. Il faut remonter jusqu'à Thucydide, à l'affaire de l'île de Mélos. Vous savez, pendant la guerre du Péloponnèse, les Méliens voulaient être neutres. Ils étaient neutres entre Sparte et Athènes. Et puis, ils voulaient préserver cette neutralité. Puis à ce moment-là, les Athéniens, qui étaient assez conquérants, qui étaient un peu la puissance globaliste de l'époque, sont venus voir les Méliens et leur ont dit « Nous ne pouvons pas accepter votre neutralité parce que ce serait une offense à notre hégémonie. » C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « Si vous restez neutre, ça veut dire que nous perdons notre crédit international pour l'époque, donc on peut pas accepter votre neutralité, vous devez être avec nous. » Et les Méliens ont résisté et ils se sont fait tuer, ils se sont fait massacrer par les Athéniens qui étaient plus forts à l'époque parce qu'ils ont voulu défendre la neutralité. Et je regrette, pour conclure, que mon pays, la Suisse, ait capitulé sans même discuter, sans même combattre, sans même essayer de négocier, alors que l'exemple des Méliens était là pour prouver les risques qui existent quand on veut être neutre face à un hégémon comme les États-Unis. Mais on aurait quand même pu le faire dans des conditions plus honorables que ce qui a été fait. Merci Guy Mettan. En tout cas, on souhaite que Washington se montre plus mesuré avec les Suisses que Athènes avec les Méliens tout de même. On espère, voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, député au Parlement de Genève et auteur du livre Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Le 3 août 2022, malgré les sanctions prises contre la Russie, Ignazio Cassis, alors président de la Confédération, assurait devant la presse, au siège de l'ONU à New York, que la Suisse était toujours neutre, distinguant ainsi la neutralité militaire de la neutralité politique. Ce grand écart n'a pas convaincu les Russes, et il y a peu de chances qu'il convainque les puissances non alignées sur l'Occident collectif. Pour autant, il faut souligner que, contrairement à la Commission européenne, la Suisse continue à respecter la liberté d'expression et, malgré les pressions, a refusé de censurer RT et Sputnik. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.